merci d'être... Oula, c'est un peu fort peut-être, non? Merci à tous pour venir pour assister à cette conférence. J'espère que le salon Préventica se passe bien pour vous. Ce qui nous amène aujourd'hui, c'est de s'inspirer de l'aviation. Alors forcément, Toulouse, c'est le lieu où on se dit, est-ce que entre prévention et l'aviation, est-ce qu'il n'y a pas des choses à dire? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer un petit peu de ce qui a été fait et développé dans l'aviation pour s'améliorer dans tout type d'organisation? On va essayer de voir ça. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Laurent avec nous. Et avant qu'il se présente, je vais présenter rapidement la INF. Donc moi c'est Eric Monti, je suis le secrétaire général de l'INF. L'INF c'est une très vieille association qui est basée dans les Hauts-de-France mais qui a un rayonnement national, créée depuis 1894, donc c'est vraiment un vieux sujet, la prévention. C'était avant tout technique et puis aujourd'hui ça se passe de plus en plus sur la partie management, la partie culture et aujourd'hui sur des domaines qui ont un domaine d'excellence. Deux notions pour nous, la prévention du risque professionnel et puis de l'autre côté également la promotion de la santé, de la sécurité, de la qualité de vie au travail. Donc c'est voir aussi tous les bénéfices qu'il y a en dehors de la réduction du risque, d'adhésion, de motivation, à partir du moment où on s'occupe des collaborateurs, tous les autres effets qu'on va avoir sur l'absentéisme, sur l'implication des gens. Voilà. Pour cela, on intervient dans différents domaines, des conférences comme aujourd'hui, des informations. On fait également un gros programme de soutien à la recherche. Et donc, vous avez ici la plateforme Addicted. On soutient beaucoup la prévention des addictions au sein des entreprises. Donc, je vous invite tous à aller voir Addicted Pro, qui est quelque part en diagonale au fond, dans l'angle tout au fond. C'est un programme qu'on soutient depuis plusieurs années et qui est véritablement un sujet. Pardon. Ça, c'est moi. Non. Voilà, donc la recherche, on soutient également l'enseignement supérieur, on intervient aussi auprès des étudiants. Vous avez au dos de la petite plaquette que je vous ai laissée notre prix universitaire, donc sachez qu'on encourage tous les étudiants dans les entreprises quand ils font leur stage et on récompense chaque année les meilleurs travaux qui ont pu être faits dans les entreprises. Et puis on a nos adhérents sur lesquels on va organiser des événements. Toujours pour travailler sur ces deux axes, la prévention et la promotion. Voilà, vous pourrez nous retrouver sur Internet, bien évidemment. Laurent, est-ce que tu peux rapidement présenter qui tu es et pourquoi tu vas nous parler de l'aviation aujourd'hui? Bien, donc bonjour à tous déjà. Je suis ravi d'être là parce que c'est la première fois que je m'adonne à ce genre d'exercice, donc soyez un peu indulgents, parce que c'est pas facile, je vous dirais que je préfère être dans mon cockpit. Bon voilà, en tout cas, oui, je suis Vous m'entendez bien là? Ça va? Juste? Là c'est bon? Bon alors, c'est pas facile en même temps. Je suis le dirigeant de Mindly Safe Working, qui est une société de formation dans le domaine de la sécurité au travail, donc vous êtes dans la bonne salle, effectivement. Et qui a la particularité eh bien, de s'appuyer sur la culture sécurité de l'aviation. Voilà. Moi-même, je suis pilote, alors je suis pilote privé, et bientôt instructeur d'ailleurs, pilote privé, et je viens en fait du même univers que vous, parce que je pense que vous venez tous de l'entreprise, hein, plus ou moins, donc je viens aussi de l'entreprise. Moi, j'ai été cadre de direction pendant quelques années, hein, vous voyez les cheveux blancs. J'ai travaillé dans les secteurs des utilities, des travaux publics et pour finir dans l'énergie. Donc tout comme vous, j'ai été confronté à la sécurité de mes collègues et collaborateurs, hein, puisque bon, j'ai évolué dans des secteurs d'activité à haut risque. Et il se trouve qu'en ayant un pied dans l'entreprise et un pied dans l'aviation, parce que je pilote depuis un certain nombre d'années, eh bien, je me suis aperçu en fait que ce que je vivais en matière de sécurité dans mon cockpit était très différent de ce que je vivais en entreprise. Alors je ne sais pas si vous participez à des CODIR, mais quand on est dans des CODIR, on fait toujours un point sécurité. Et moi, je dois dire que les points sécurité, je me rappelle qu'ils étaient extrêmement longs,
et d'ailleurs à la décharge des gens qui étaient en charge de la sécurité. Pourquoi? Parce qu'en fait, on était focalisé sur la réglementation. Et on sait que la réglementation, elle est galopante, elle change d'année en année. Donc on était tous en fait accaparés par la manière comment on allait mettre en application cette réglementation. Et en fait, moi, c'est pas du tout ce que je vis quand je pilote un avion. Donc j'ai réfléchi à tout ça et finalement, je me suis dit que l'aviation pouvait finalement apporter beaucoup de choses. Quand on pilote un avion, en fait, on ne peut pas se contenter de la réglementation. C'est pas possible. Parce que si on s'en tient qu'à la réglementation, on ne vole pas longtemps. Et je vais vous donner un exemple très concret que vous allez tout de suite comprendre. Bon, vous savez que dans un avion, on met du carburant. Alors je sais qu'aujourd'hui, c'est pas dans l'air du temps. Les avions, ils n'aiment pas trop parce qu'on met du carburant. Mais bon, on n'est pas encore aux avions électriques, ça viendra. Mais pour le moment, on met du carburant. Évidemment, il y a la sécurité réglée, que vous connaissez, je pense, la sécurité réglée. Donc, on a une réglementation qui nous oblige à emporter une certaine quantité de carburant en fonction du temps de vol. Ça, c'est la sécurité réglée. Mais si on s'arrêtait à ça, eh ben, je pense qu'on arriverait très vite à une panne d'essence. C'est-à-dire que moi, quand je prends mon avion, je dois identifier toutes les circonstances particulières dans lesquelles je vais être amené à voler. C'est-à-dire que par exemple, je regardais la météo, puis je vais voir qu'il y a du vent de face. Et bien s'il y a du vent de face, mon avion va aller moins vite. Donc je vais mettre un petit peu plus de carburant. Et puis je ne suis pas sûr d'arriver au terrain B. Sur le terrain B, il se peut qu'il soit fermé, ou il peut y avoir moult raisons pour lesquelles le terrain est fermé. Dans ces cas-là, je vais penser à ce qu'on appelle le déroutement. Donc je vais imaginer un terrain C. Puis si le terrain C, c'est un gros aéroport, et bien là je vais me dire, ah attention, gros aéroport, il y a du trafic. Donc je risque d'être mis en attente pendant un certain temps. Je ne vais pas pouvoir atterrir tout de suite, donc il va falloir que je mette encore un peu plus de carburant. Là, je gère ma sécurité. Je ne suis plus dans la sécurité réglée. Je prends conscience de la situation dans laquelle je suis. Et je dirais qu'en ayant eu cette double expérience, si je puis dire, entre l'entreprise dont j'étais cadre et l'aviation en tant que pilote, j'ai vu que l'approche était radicalement différente. Alors je sais que les choses commencent à évoluer en entreprise, mais ce qui est certain, c'est que la clé de voûte de la sécurité en aviation, c'est la prise de conscience. Justement, Laurent, très souvent l'erreur vient peut-être d'une machine, mais avant tout elle vient des hommes et des femmes. Comment est-ce que tu penses qu'on peut corriger cette erreur qui est par nature involontaire? Quand tu prends les commandes, je pense que tu ne veux pas faire d'erreur, tu n'as pas envie de t'écraser. Comment est-ce qu'on peut parer ces erreurs humaines? Alors ça c'est la grande question et en fait je dirais que j'ai trouvé la réponse dans l'aviation en fait, parce que il y a encore 20 ans dans le secteur de l'aérien il y avait des crashs épouvantables. Je peux citer l'un des exemples les plus terribles, Tenerife. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, mais ce sont deux Boeing qui se sont télescopés, et en plus ils n'étaient même pas en vol, ils étaient sur le tarmac, pour vous dire. Et en fait, cet accident, en l'analysant, s'était aperçu que c'était une série d'erreurs humaines. Et notamment une erreur qui était considérée comme impardonnable, c'est que l'un des commandants de bord, en fait, a une attitude dite autocratique. Il n'a pas voulu écouter son copilote. Voilà. Donc en fait, l'aviation s'est dit, les autorités aériennes se sont dit, mais c'est pas possible. On a des appareils qui sont hyper sophistiqués, parce que depuis les années 90, le numérique est maintenant dans les cockpits, donc la sécurité est bouclée, triplée, donc il n'y a quasiment jamais d'erreur machine. L'organisation du ciel, elle est parfaite. Les contrôleurs aériens, ils sont hyper performants, ils sont hyper compétents. Et en plus, les crashs aériens impliquaient des pilotes de ligne qui étaient hyper chevronnés, qui avaient des milliers d'heures de vol. Donc, les autorités aériennes se sont dit, il faut arrêter le massacre, on va dépasser le plafond de verre, et je pense que ce plafond de verre, vous le connaissez en entreprise, vous travaillez beaucoup la réglementation, mais vous avez toujours des accidents, ou des presque accidents. Et bien les autorités aériennes ont dit, on va dépasser ce plafond de verre, et on va travailler sur l'erreur. Et c'est comme ça que le facteur humain est rentré dans les programmes de formation et d'entraînement des pilotes.
on est formé au facteur humain. C'est-à-dire que on a des techniques, alors on va appeler ça des techniques, des concepts, des pratiques, qui nous amènent à adopter le bon comportement, non, je ne vais même pas dire le bon comportement, je vais dire le comportement approprié par rapport à la situation qui est vécue. Voilà. Et ces techniques existent, elles sont efficaces, puisqu'aujourd'hui, alors j'espère que je ne veux pas vous dissuader de prendre l'avion, mais vous allez voir que le taux d'accident, il est infinitésimal. Hein. On a une chance, enfin, si on peut dire une chance, on a une chance sur 100 millions de mourir dans un crash aérien aujourd'hui. Donc, on peut dire que c'est quasiment nul. Vous êtes d'accord avec moi? Merci Laurent. La première chose moi, que j'entends dans l'aérien, c'est le retour d'expérience déjà. C'est-à-dire qu'il y a eu des démarches qui ont été faites et puis on s'aperçoit à un moment donné que malgré tout on a des accidents et dans l'entreprise c'est pareil. Et ce retour d'expérience, cette prise de recul pour essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, hein, ceux qui mettent en place, vous qui mettez en place un système, le fait de le remettre en cause, moi c'est déjà la première chose que je retiens de l'expérience de l'aérien, c'est de systématiquement analyser ce qui s'est passé, systématiquement analyser ce qui ne s'est pas passé comme on l'avait prévu et comment est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se reproduise plus. Je crois que c'est déjà le premier outil indirectement que tu nous donnes dessus de l'aérien. Alors quand tu nous dis que ça va être l'affaire de tous, qu'est-ce que tu entends par l'affaire de tous, cette sécurité, comment tu l'interprètes? En fait, moi c'est ce que j'ai vécu en tant que manager, mais on est là aussi pour en discuter. Quand on dit, moi je l'ai beaucoup entendu en fait, mets ton casque, mets tes lunettes, mets tes gants. Qu'est-ce que ça signifie en fait? On a un manager qui porte seul la responsabilité de la sécurité. Et il a en face de lui un collaborateur qui finalement est passif. Il est passif. Et je dirais qu'on bascule même dans une relation de parent-enfant en fait. Et quand je dis que la sécurité est l'affaire de tous, les techniques comportementales qui sont enseignées dans l'aviation, qui concernent aussi bien le commandant de bord, on va dire le capitaine, que les autres membres de l'équipage, ces techniques, elles font que tout le monde devient acteur de sa sécurité. Tout le monde devient acteur. Plus personne n'est passif ou partage la sécurité. D'ailleurs, c'est ça, c'est d'ailleurs le titre de la diapo. C'est comme ça qu'on amène le leadership. Parce que, encore une fois, il ne s'agit pas d'avoir le chef qui décide et qui finalement dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. On dit non, tout le monde devient acteur, tout le monde prend conscience de la sécurité, de sa sécurité, de celle de son collègue. Et c'est comme ça que, si je puis dire, la mayonnaise prend, quoi. Hein. C'est-à-dire que le manager, il devient accompagnateur. Il n'est plus là pour faire des injonctions, dire mets ton casque, mets tes... Moi, je vais vous dire, en entreprise, quand je me promène, et je me suis promené, et je me promène encore avec mes interlocuteurs, on voit la réglementation qui tapisse les couloirs. Ils sont dans les salles de repos, il y a plein de réglementations. Mais quand on fait des contrôles inopinés, on en fait, hein, les managers, ils vont sur le terrain, ils disent « Ah, il a encore pas mis son casque, ah, il a encore pas mis ses gants. » Pourquoi? Parce que la personne, elle décide pas d'oublier. Elle oublie parce que le cerveau est ainsi fait. Ça, c'est les neurosciences qui le disent. Hein. On oublie malgré soi. Voilà. Statistiquement, c'est prouvé. Hein. Statistiquement, on dit que lorsqu'une personne a un accident et qu'elle n'a pas eu son équipement sur soi pour la protéger, la plupart du temps, c'est un oubli. Après, on peut trouver les raisons. D'ailleurs, c'est ce que l'on fait chez Mindly, c'est-à-dire qu'on essaie d'identifier les raisons qui amènent la personne à oublier. Mais la conclusion à chaque fois, c'est que la personne n'a pas pris conscience. Elle ne veut pas se tuer. Hein. Moi, j'ai un exemple dont vous avez peut-être entendu parler dans les médias il n'y a pas si longtemps, une catastrophe hein, dans une grosse entreprise à Nîmes. C'est un groupe, hein, et l'employé, malheureusement, a été happé par la machine, il est mort, il a été broyé. Hein. Bon. Il y avait déjà eu un accident dans l'entreprise. Alors moi, je n'ai pas analysé l'accident, mais qu'est-ce qu'on lit à travers les lignes de la presse? Ah, pourtant, on en avait parlé, on avait mis la réglementation partout. Ben oui,
mais on voit bien que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que le cerveau est ainsi fait qu'on peut oublier, même en connaissant la règle, au moment où on fait l'action, on peut oublier ou on peut appliquer la mauvaise règle. Donc les techniques comportementales qu'on enseigne aux pilotes, c'est justement pour éviter ça. C'est dépasser cette réglementation. C'est de dire, voilà, je peux oublier la règle ou je peux appliquer la mauvaise règle, alors j'ai des techniques, j'ai des méthodes pour m'aider à rester toujours en contact avec ce que je fais pour que, in fine, mon comportement soit vraiment adapté à la situation. Voilà. C'est ça le secret en fait, et qu'on pourrait récupérer de l'aviation vers les entreprises directement, c'est le fait de travailler sur ce comportement, la compréhension des comportements et mettre en place des parades. Ben, tout à fait, parce que en fait on me dit quelquefois, ah mais l'entreprise c'est pas comme l'aviation il y a plein de procédures, puis vous êtes toujours dans vous vivez des situations d'urgence, etc. Mais je dirais l'entreprise d'abord c'est pareil, hein. Il y a des procédures, il y en a peut-être moins qu'en aviation, mais il y en a. Il y a des consignes, il y a des opérations critiques, il y a des modes d'emploi à suivre, qu'on soit dans le BTP, dans l'industrie, il y a toujours des choses il y a toujours de la réglementation pour le coup. Et donc, je leur dis, mais nous, on traite le comportement. Et le comportement, le cerveau humain, on a tous le même cerveau. Hein. On réagit de toute façon, de la même façon, quel que soit le métier qu'on pratique, quelle que soit l'expérience, quel que soit son niveau de compétence, quel que soit son âge, on agit toujours de la même façon. Et en fait, les techniques comportementales que nous, on apprend chez les pilotes, elles sont tout à fait transposables parce que face au risque, on réagit toujours de la même façon. Voilà. Donc c'est la leçon qu'on en tire, c'est que oui, l'aviation peut apporter beaucoup, parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui l'aviation est si sûre. C'est parce qu'elle a travaillé sur ses comportements, et c'est ce comportement qui a développé le leadership sécurité chez les pilotes. Alors est-ce que tu peux nous donner quand même quelques exemples de ces techniques qui vont être appliquées? On a bien compris, l'avion il est déjà avec une première sécurité, une deuxième, une troisième. Comment est-ce qu'on va mettre une première sécurité, une deuxième sécurité sur l'humain, sur le comportement? Est-ce que tu as quelques techniques à nous ébaucher? Il ne s'agit pas là de les présenter en détail. Non, ça va être difficile, mais voilà, merci pour cette diapo. Alors je crois qu'il y a d'autres infos en recliquant sur le... Je pense qu'il y a d'autres infos qui vont arriver. En fait, les techniques comportementales, elles développent un certain état d'esprit dans le cockpit. C'est-à-dire que l'objectif premier, on est d'accord, c'est d'éviter les erreurs. C'est éviter de les rattraper et d'éviter qu'elles recommencent la fois suivante. Ça, c'est le principe de base. Hein. Ça a été conceptualisé par un gars, je ne sais pas si vous connaissez, James Reason. C'est un expert de la sécurité qui a travaillé, qui fait autorité dans le monde entier, qui a conceptualisé en fait l'accident du travail. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais 80%, enfin, à minima même, 80% des accidents du travail, toute activité humaine confondue, sont générés par des erreurs humaines. Vous saviez ça ? 80%, de manière indirecte ou indirecte. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai travail à faire. Donc les techniques qu'on apprend, c'est déjà pour rattraper les erreurs. Et nous, en tant que pilote, on en fait pas mal. Vous savez combien un pilote de ligne fait d'erreurs dans toute sa carrière ? Je ne vais pas vous dissuader de prendre l'avion, parce que si je vous donne le chiffre, vous allez un peu flipper. Vous savez, non ? Vous avez une idée ? Qu'est-ce que vous diriez spontanément ? Allez, on fait monter un peu les... 1000. J'ai 1000 au premier rang. Est-ce que quelqu'un va dire plus? 2000? 10 000? 10 000? Est-ce qu'on est encore loin, Laurent? 15 000. 15 000. Est-ce qu'il y a des crashs? Ah non. Non, rappelez-vous, hein, le taux d'accident, c'est 10 puissance moins 9. 0,00000, enfin 801. Vous imaginez, si on avait ça en entreprise, on serait content. D'accord? Donc, premier objectif, rattraper les erreurs. Mais derrière tout ça, en fait, ces techniques comportementales développent le leadership. Et c'est là-dessus que je voulais attirer votre attention, c'est que ce leadership, il est construit de cette façon. Le premier principe, c'est lever les tabous.
Et quand je dis lever les tabous, je fais référence à l'erreur que tu évoquais, Eric, tout à l'heure. Lever les tabous, c'est ne pas confondre l'erreur avec la faute. Alors je sais que quand on dit comme ça, ouais, bon, ok, il n'a pas mis son casque, non, c'est une faute, c'est pas bien. Ça peut vraiment être un oubli. Moi, j'ai fait des visites préventives de sécurité dans ma dernière expérience de manager. J'en faisais une dizaine par an. Je ne sais pas si vous en faites, des visites, des contrôles sur site. J'observais des techniciens chauffagistes. Le premier équipement qui est super important pour un technicien chauffagiste, c'est le détecteur de CO2. On comprend tout de suite pourquoi. Et ben, je peux vous assurer que sur les 10 que je faisais par an, il y en avait au moins 2 ou 3 qui oubliaient leur détecteur de CO2. D'accord? Donc, ils oubliaient leur détecteur de CO2. C'est pas parce qu'ils voulaient se mettre en danger, hein. C'est pas parce qu'ils voulaient mourir. Ils oubliaient leur détecteur de CO2. Ok, et de manière récurrente, je l'ai observé de manière récurrente. On n'entendait jamais parler en carrière sécurité. Jamais. Personne ne disait « Ah, c'est quand même embêtant, j'ai tendance à oublier mon détecteur de CO2 une fois sur deux. » C'est ça, lever les tabous. C'est accepter l'erreur. Et c'est là où le manager a une importance cruciale dans la gestion de ses équipes. C'est que pour que les gens en parlent et pour que l'erreur devienne un moyen de progresser, comme c'est le cas dans l'aviation, on parle de nos erreurs, eh bien il faut que le manager soit à l'aise avec ça. Et dise « Ok, tu as fait l'erreur, mais maintenant on va faire en sorte qu'elle ne se répète pas cette erreur. » Parce qu'on sait bien qu'à force de faire ces erreurs, c'est ça qui un jour entraîne l'accident du travail. Alors il peut rien se passer pendant des années, hein. Puis un jour, les circonstances s'accumulent, les menaces, les risques, les erreurs s'accumulent et boum, c'est l'accident tragique. Donc voilà. Donc, principe, je vais établir. Excuse-moi Laurent, juste un petit complément par rapport à ça. On fait tous des erreurs, hein. Il y a des chiffres qui existent dessus, notre cerveau nous pousse à faire des erreurs. On fait tous, quel que soit ce que tu disais tout à l'heure, l'âge, le sexe, l'ancienneté, le professionnalisme, tout ce qu'on voudra, on fait tous plusieurs erreurs par heure. Donc c'est sûr que quand on est derrière un ordinateur, ça peut n'avoir aucune conséquence, ça peut en avoir aussi d'énormes, mais il faut savoir que pour toute personne, il va également faire des erreurs. Donc je vous invite vraiment à se poser la question, c'est pas est-ce qu'il va y avoir des erreurs, c'est plutôt comment est-ce qu'on va parer quand l'erreur va se produire. Est-ce que telle erreur a un impact ou pas d'impact? Et je pense que c'est ça que tu essayes de nous dire dessus. L'erreur va se produire, on fait tous des erreurs. Quand on écrit un mail, on fait tous des erreurs. Voilà. Absolument. Donc l'erreur est un moyen de progresser, on ne cesse de le dire, c'est un mantra chez nous. Et je sais qu'en entreprise, c'est pas évident. Alors, moi je l'ai vécu, quand je suis en contact avec des entreprises avec lesquelles on fait des formations, quand on fait des formations managers et des formations opérationnelles, on a ces retours. Ah non, j'ai pas le droit à l'erreur. C'est complètement absurde de dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Le cerveau humain nous amène, quoi qu'on fasse, à faire des erreurs. Donc ça, c'est très important. Lever les tabous, le discours sur l'erreur. Et bien sûr, l'erreur humaine qui est un levier de progression et non pas une faute. Hein. C'est la justice après de décider si la personne est responsable. Mais dans l'entreprise, il faut développer ce discours positif. On est sur un mode beaucoup plus participatif. Parce qu'à partir du moment où on lève les tabous, on s'écoute, on contre-argumente, on partage. Je vais venir un peu plus sur les techniques après, mais le principe c'est ça. On n'est pas là sur mets ton casque, mets tes lunettes, parce que de toute façon on sait que ça ne fonctionne pas. On est sur l'écoute, on essaie de comprendre, on échange, on ne remet pas en question la hiérarchie. Hein. Dans l'aviation, le capitaine, c'est toujours celui qui décide in fine. Mais il y a un certain nombre de techniques qui permettent justement d'être non plus sur un mode autocratique, mais un mode participatif. Je vous rappelle, Tenerife, presque 600 morts, c'est parce que l'un des commandants de bord a une attitude autocratique. Ah, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. C'est la réalité. Hein. Et enfin, langage commun. Bah oui, on développe la communication. On développe une communication positive. Moi, j'entends souvent, enfin, je l'ai entendu aussi quand j'étais manager, ah, il faut communiquer, la sécurité, il faut communiquer, communiquer, communiquer. Mais non, moi je dis, il faut bien communiquer. Il ne faut pas trop communiquer, mais il faut bien communiquer. Il faut avoir un discours bienveillant où les informations sont rationnelles. On enlève les émotions.
on développe un discours professionnel. Voilà. Donc, mode participatif et langage commun, ce sont les principes. Alors les techniques, il y en a, je ne vais pas toutes les développer, c'est l'objet de la formation que Maëlie propose aux entreprises. Il y a une technique qui me semble extrêmement pertinente, elles sont toutes pertinentes, mais il y en a une qui est très pertinente, c'est ce qu'on appelle le TEM. C'est un acronyme anglais, c'est la gestion des menaces et des erreurs que nous, pilotes, on pratique avant de prendre notre avion. Ça consiste à anticiper et ça consiste à se préparer mentalement. Et je peux vous dire qu'en entreprise, ça a du sens. Avant de prendre son poste, d'anticiper, de se préparer mentalement. Alors on va me dire, bon, venant du BTP, on m'a dit souvent ah mais oui, mais la préparation chantier, on fait. Mais le pilote, c'est comme si le pilote, avant de voler, il préparait uniquement sa machine. Et vous avez compris dans l'exemple du carburant qu'il faut que je prenne en compte toutes les circonstances autour de l'avion. Donc anticiper, c'est d'identifier toutes les menaces et tous les risques qui pèsent effectivement sur la machine, on va dire. Donc sur le chantier, voilà, on peut prendre différents exemples. Mais c'est identifier aussi tous les risques et toutes les menaces qui pèsent sur moi en tant qu'individu. Quel est mon état mental? Quel est mon état physiologique? Et puis toutes les circonstances autour. Est-ce que je travaille avec des intérimaires? Est-ce que je travaille avec d'autres entreprises? Est-ce qu'il y a des circonstances particulières qui présenteraient un risque? Et à partir de là, on identifie les contre-mesures. Voilà. Ça, c'est tout le travail du TEM. Je peux vous dire que ça produit des effets. Hein. Moi, j'ai des formés qui m'ont dit depuis ah ben maintenant, je porte mes gants. Avant, j'y pensais pas. Mais j'ai identifié les risques et maintenant, je porte mes gants. Ouais. J'ai compris que, effectivement, il y avait tel danger et j'y pense parce que je suis dans le TEM. Ok? Donc TEM, préparation mentale. Dans la préparation mentale, et là vous allez voir que la réglementation ne le propose pas. Dans ma dernière entreprise, on était dans le monde de l'énergie. Les chauffagistes, ils travaillaient sur des chaufferies qui pouvaient raser, si elles explosaient, la moitié d'une ville. Hein. Eh bien, ils ne regardaient jamais leur procédure. En cas d'urgence, ils ne regardaient jamais leur procédure. Ça, c'est pas possible dans l'aviation. On relit nos procédures. Les procédures les plus critiques, on les relit. On se les remémore, on réactive sa mémoire. Ça, c'est des neurosciences. Hein. De toute façon, toutes les techniques qui ont été travaillées par l'aviation, elles s'inspirent des neurosciences. La réglementation ne le prévoit pas, ça, de dire regardez quand même de temps en temps votre procédure. Si, par exemple, il y a un problème d'urgence sur la chaufferie, regardez votre... La réglementation ne le prévoit pas. C'est le comportement qui permet cela. D'accord? Le contrôle croisé, qui est une technique aussi très intéressante. Je ne sais pas si on a encore un peu de temps. Vas-y. Et puis après, on peut échanger. Je suis là pour répondre à vos questions si vous en avez. Le contrôle croisé, qui peut s'appliquer à la fois pour un travail intellectuel. Moi, je l'ai pratiqué aussi en bureau, contrôle croisé donc en bureau ou chez les manuels, hein, où on a quatre séquences. On a celui qui exécute, celui qui contrôle. Ça sécurise et ça permet par exemple une consignation quand on sait que le danger est extrêmement important sur une tâche particulière, eh bien on pratique ce contrôle croisé à la mode pilote. Et on ne peut pas se tromper. On ne peut pas faire d'erreur, c'est impossible. La lecture sécurisée aussi, quand on est tout seul face à une machine où il y a, là encore, il y a un mode d'emploi à suivre, il y a des choses à faire, des opérations critiques. C'est la triangulation des sens, hein, c'est recommandé par les neurosciences. Nous, on l'apprend. Alors vous allez me dire, ouais, enfin tout ça, c'est du bon sens. Ouais, sauf que c'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Le temps d'arrêt, par exemple, qui est super important, le temps d'arrêt. Combien de gens, des accidents, quand ils prennent leur poste, l'impulsivité, ils foncent, et puis boum, c'est l'accident. Ou ils s'arrêtent, et puis tac, ils reprennent leur job, et puis clac, c'est l'accident. En aviation, on apprend le temps d'arrêt. Le temps d'arrêt, c'est se dire, attention, je suis dans une situation qui me semble normale, mais en fait, si ça se trouve, elle est plus normale. Ouais, non, mais vous riez, mais je peux vous assurer que le temps d'arrêt, alors, il y a des confusions, parce qu'en entreprise, on va dire, ouais, c'est la pause café. Non, le temps d'arrêt, c'est je fais une action,
Et puis à un moment donné, mon cerveau, naturellement, il se déconnecte. C'est comme ça, c'est la vie, on n'y peut rien. Cette technique, elle nous permet de nous reconnecter à la réalité. Et c'est ça qui fait qu'on va éviter l'erreur ou la rattraper pour éviter que celle-ci ne s'accumule et nous fasse dériver vers une situation que nous on appelle en aviation une situation indésirable. C'est un euphémisme, ça veut dire que quand on rentre dans une situation indésirable, c'est que ça commence à sentir le chaud. Voilà. Donc c'est une technique qui est extrêmement importante. Sur le temps d'arrêt, je pense qu'on a tous fait déjà l'expérience, et il y a certainement beaucoup de parents ici dans la salle. C'est pour traverser une route. Combien de fois, si on ne prend pas ce temps d'arrêt justement pour se reconnecter, parce qu'on est sur notre téléphone, parce qu'on est en train de parler avec quelqu'un et qu'on va traverser la route instinctivement, parce que voilà, on est perdu dans ses pensées, notre cerveau nous déconnecte complètement de la réalité. Et ce temps d'arrêt qui nous a été appris en disant attention, vous regardez à gauche, regardez à droite, etc., c'est ce qui nous sauve en fait, le fait de dire je passe pas. Parce que d'un seul coup, j'ai cette capacité à reprendre contact, à faire ce temps d'arrêt qui va être de quelques millièmes de seconde, mais qui va permettre à notre cerveau de se reconnecter au temps présent et non plus être dans un mode automatique. Derrière, si on reprend des termes des neurosciences, entre le mode conscient et le mode automatique. Voilà, donc ça c'est vraiment des réflexes qu'il faut avoir, c'est des choses que l'on pratique tous les jours, normalement, naturellement, et qu'il faut accepter dans le monde de l'entreprise. Merci Laurent pour ce témoignage, parce que l'aviation nous rappelle ces règles-là, mais c'est vraiment valable dans toutes les circonstances, dans tous les univers, que ce soit la mécanique, que ce soit l'agriculture, que ce soit voilà, tous ces univers peuvent être considérés également à risque. Je voulais juste rebondir, si j'ai le temps, en 2 secondes, sur le temps d'arrêt. Comme tu l'as dit, ça s'éduque. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand je parle du temps d'arrêt à mes stagiaires, ils me disent oh, temps d'arrêt, oui, bah, on s'arrête quoi. Non, il faut l'apprendre. Et nous, on l'apprend. On l'apprend. Et c'est là la force. Parce que ça devient, au bout d'un moment, ça devient naturel. Ça devient naturel. Donc toutes ces techniques s'entrecroisent, parce que tu parlais de la route. Moi, j'ai eu un technicien un jour qui a été culbuté par une voiture. Il n'avait pas fait son TEM. Je vais devenir un peu techno, mais en fait, il avait son camion et puis il avait le lieu d'intervention. Et entre le camion et le lieu d'intervention, il y avait une route qui était très passagère. Alors évidemment, comme il était en pleine activité, il était pris, le téléphone n'arrêtait pas de sonner, etc. Il n'arrêtait pas de faire les allers-retours entre son camion et le chantier. Et à un moment donné, il est arrivé ce qui est arrivé, il s'est fait culbuter. Bon, heureusement sans gravité, mais il était culbuté par une voiture. Donc le temps d'arrêt, c'est ce qui permet de dire attention, là j'ai effectivement, voilà mes dangers, voilà mes menaces, quelles sont les contre-mesures? L'une des contre-mesures, c'est ok, je vais faire un temps d'arrêt avant de traverser. Voilà. Et je le prévois avant de commencer. Et le cerveau, il va être activé, c'est les neuroscientifiques qui le disent, le cerveau va être activé, et c'est ça qui va permettre à la personne de se mettre en sécurité. Et c'est ça qu'on propose aux entreprises. Et pour finir, pourquoi ça marche en fait avec Mindly? Je vais vous dire pourquoi. Parce que là je parle du comportement. Et le comportement, les neuroscientifiques l'expliquent, on ne peut pas changer le comportement qu'avec la sensibilisation. Tout ce que je viens de vous dire là, vous allez me dire, ouais, bon, peut-être que vous allez repartir en vous disant, mais je peux vous dire que, parce que la sensibilisation ne fonctionne pas. Pour changer les comportements, il faut passer à l'apprentissage et ensuite l'entraînement. Et ce que nous on fait, et c'est là notre valeur ajoutée, c'est qu'on ne se contente pas d'expliquer tout ça à nos stagiaires. On les met dans un simulateur de vol. Et ils découvrent par eux-mêmes, parce que le simulateur de vol, l'intérêt, c'est que vous êtes dans une situation réelle. C'est pas du virtuel. L'avion, il peut se crasher, mais il n'y a pas de danger. Et donc, dans ce simulateur, ils vont voir tout ce que le cerveau commet comme erreur. Il n'y a que dans un simulateur ou dans un avion qu'on peut voir le voyant rouge, alors qu'en fait, de voir le voyant vert alors qu'il est rouge. Moi, je l'ai vécu. Le cerveau, il va voir le voyant vert, mais en fait, il est rouge. Mais combien de fois ça se passe en entreprise? Moult fois. Donc, en fait, on explique, on montre, on démontre comment ça marche grâce au simulateur de vol, et les gens comprennent, adhèrent, et c'est l'adhésion qui permet de basculer dans l'appropriation, puis dans le changement de comportement. Et ensuite, on les entraîne. Et pour finir, pour faire le lien avec le leadership,
c'est les managers qui vont entraîner. C'est les managers qui auront compris l'intérêt de ces techniques, qui vont les accompagner et qui vont encourager leurs collaborateurs à rentrer dans cette méthode de travail, parce que c'est par cette méthode de travail qu'ils vont être en sécurité. Et c'est comme ça qu'à la fin, pour finir, il y aura un vrai partage de la sécurité. Il n'y aura pas que le chef qui portera la sécurité, ce sera l'ensemble des collaborateurs qui porteront la sécurité. Et je peux vous dire que ça peut changer la donne, parce que les middle managers, pour ne parler que d'eux aujourd'hui, ils sont entre le marteau et l'enclume. Ils sont entre la direction et les opérationnels. Et c'est pas simple. Ils portent les résultats, ils portent la sécurité. Donc quand on leur dit vous allez pouvoir partager la sécurité, la déléguer en toute confiance grâce à ces méthodes, ben, ça les fait réfléchir. Merci beaucoup Laurent, merci pour cet exposé très clair. Il nous reste quelques minutes, donc je vais vous inviter, si vous avez des questions, à les poser à Laurent. Alors, la première question est toujours la plus longue à voir. Allez, c'était vous? Allez. Bonjour. Merci pour le partage d'expérience. Moi, j'ai un réel souci avec la gestion du comportement avec les employés. C'est vrai que tout ce que vous avez cité là, ça peut inciter à faire le changement de comportement, mais ce n'est pas toujours évident. Donc là, je ne sais pas. Je vous entends pas. Je vous entends pas. Tout ce que vous avez cité là, ça peut être vraiment des facteurs pour changer les comportements des employés, mais ce n'est pas toujours évident. C'est vrai que l'homme reste ce qu'il est. Donc, je ne sais pas, avec l'expérience des uns et des autres, comment est-ce qu'ils arrivent à faire le changement du comportement de les employés? Alors, merci de votre question, parce que c'est un vrai sujet. Quand on dit comportement, en fait, les neuroscientifiques, ils disent, attendez, le comportement, en fait, il faut distinguer la personnalité des attitudes. Le comportement, c'est un mix entre personnalité et attitude. On ne va pas changer la personnalité des gens, ça on ne peut pas. Ça c'est pas possible, c'est notre ADN, on est comme on est, et voilà. Par contre, on peut modifier ses attitudes. Et tout le travail que l'on fait, nous, chez Manly, c'est déjà apprendre à se connaître. Vous voyez, il y a l'une des attitudes les plus dangereuses que moi j'ai observé beaucoup en faisant les stages, c'est l'impulsivité. Beaucoup d'impulsivité. En tout cas, dans le BTP, il y a beaucoup d'impulsivité. Je l'ai un peu moins noté en industrie, c'est un peu plus cadré. Mais dans le BTP, il y a beaucoup d'impulsivité. Donc les gens, en fait, foncent sur leur travail sans réfléchir. Donc, il faut d'abord se connaître. On leur apprend à se connaître. Ah, ok, je suis impulsif. Bon, c'est mon danger. Et bien justement, on leur transmet ces techniques et on leur fait vivre après dans un simulateur. Et ils se rendent compte des dangers. Et c'est là où on les amène à prendre conscience. Et après, ils vivent leur trajectoire. Et je dirais que massivement, ça passe. Mais là où je vous rejoins, c'est que dans une cohorte, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, où sur une cohorte, il y en a un qui m'a dit non, moi, ça ne me parle pas. Bon. Ben, ouais. Alors, je pense qu'il avait capté des choses. Après, il y a plein de choses derrière. Nous, on n'a pas analysé, mais en tout cas, c'était une lanterne rouge. Ça n'a pas échappé au manager. Alors que c'était un bon technicien. C'était un gars qui travaillait très bien. D'ailleurs, on n'est pas là pour dire s'il travaille pas bien ou pas bien. Bien ou pas bien. Il avait un comportement qui était dangereux. Et donc, on n'a pas réussi. On lui a quand même semé une petite graine, je pense, dans la tête. Mais on n'a pas réussi. Tout ça pour répondre à votre question, c'est que oui, c'est long. Hein, d'ailleurs, nous, on accompagne l'entreprise sur un an. On ne les laisse pas comme ça dans la nature. On fait un premier round, on va dire. On suscite la prise de conscience, le déclic, mais après, il faut entretenir. D'où le travail du manager. Hein. Et puis, il y a les incorrigibles. Oui, ça arrive. Mais qui peut le plus, peut le moins. Je pense que si déjà, et c'est ça qui fait que la culture sécurité d'entreprise peut évoluer, c'est qu'à un moment donné, il y a un effet masse. Si c'est partagé par la direction, si c'est partagé par tout l'ensemble du staff, forcément, à un moment donné, les derniers récalcitrants, ils vont rentrer dans la danse, quoi. Donc c'est un processus qui est quand même assez long, mais je suis d'accord avec vous, ça ne se fait pas comme ça, hein. On est d'accord. Tout à fait, là, très fréquemment on considère 3 ans pour changer vraiment la culture d'une équipe ou d'une entreprise.
quelles que soient les démarches qu'on entreprend, il faut vraiment que ça vienne. Tout le monde ne va pas adhérer aux démarches, bien évidemment, ça c'est ce que tu dis. Tout le monde n'adhère pas, mais si on arrive à emporter déjà une partie, si ça fonctionne, et ça fonctionne, ces techniques-là, cette approche-là fonctionne, si ça donne des résultats, progressivement les barrières des uns et des autres vont baisser, ils vont se dire qu'il y a aussi des avantages dessus, et puis progressivement ils vont changer leur position, et puis devenir également de temps en temps de très bons porteurs derrière de ces démarches-là. Donc voilà, mais ça demande beaucoup d'efforts aussi de la part du manager, hein, et c'est là le rôle du responsable sécurité, du chef d'entreprise, de s'engager pour faire changer les mentalités, pour faire changer la culture, et pas forcément pour faire un rappel à l'ordre, comme tu disais tout à l'heure, l'imposition des règles. On a encore quelques minutes, si vous avez d'autres questions. Dans l'aviation, comment vous traitez justement le cas des récalcitrants, en particulier, je sais pas moi, un pilote d'avion récalcitrant qui refuse d'appliquer les règles, etc. Comment vous faites? Il y a un moment où il y a une rupture. Il s'en va. Il s'en va de lui-même. Il n'a pas son brevet, privé ou professionnel. Si on n'a pas le comportement, on ne va pas plus loin. Parce qu'en aviation, c'est sûr que les enjeux de vie et de mort sont immédiats. Donc on ne peut pas se permettre... Mais c'est ça qui fait la référence de l'aviation. C'est que nous, justement, on fait en sorte que le comportement soit adapté tout le temps. C'est tout ce travail qu'on fait et qui peut être un véritable, exemple pour les entreprises. Parce que c'est justement en travaillant sur les comportements qu'on arrive à changer les attitudes. Encore une fois, on peut avoir des personnalités, chacun a sa personnalité, les pilotes, ils ont leur personnalité, moi j'ai ma personnalité, tout le monde a sa personnalité. Mais on travaille sur les attitudes parce que c'est ça qui peut faire en sorte que le comportement, in fine, s'adapte et ne fasse pas basculer dans une situation compliquée. Alors là c'est une des différences qui peut exister entre l'entreprise et le pilote, c'est que vous n'avez pas le choix par contre de dire à la personne si tu n'as pas le bon comportement, tu ne fais plus partie de la société. C'est de temps en temps, il faut aussi accompagner les gens pour qu'ils changent de comportement. Et il y a de tout dedans. Et je pense que c'est peut-être une petite différence, c'est ce qui prend peut-être plus de temps dans l'entreprise, mais c'est ce qui est passionnant aussi dans l'entreprise. Oui. Alors après, encore une fois, il y a l'effet masse et je pense que pour prendre l'exemple de la personne qui considérait qu'il n'y avait rien à prendre, je pense qu'il y avait beaucoup de choses derrière. Et après, c'est les RH qui sont là pour analyser les choses. Mais une telle attitude dénotait quand même des choses. Et en fait, on les prend un par un après, donc on fait des débriefings, parce que le débriefing, j'en ai pas parlé, mais c'est une technique aussi à la mode pilote qui est extrêmement importante. On sentait bien qu'il y avait plein de choses derrière. Voilà. Donc il faut nuancer aussi. Le fait que les gens n'adhèrent pas, c'est très rare, parce qu'encore une fois, on les amène devant le fait accompli. C'est ça la force, en fait. C'est qu'on les amène devant le fait accompli, et c'est très difficile après de dire « Ah non, après c'est de la malhonnêteté, c'est de la mauvaise foi ». Et ils se rendent compte que, non, oui, effectivement, ce qu'on dit, c'est « Oui, les techniques sont là pour me mettre en sécurité ». Et encore une fois, il faut avoir confiance en ses collaborateurs. Je pense que la force aussi de cette approche, c'est de sortir de cette sécurité réglée qui est très importante. Encore une fois, vous faites le travail le plus difficile parce que la sécurité réglée, c'est pas facile. Mais on vous donne la possibilité d'aller au-delà et justement de faire en sorte que les gens se responsabilisent, si on peut prendre ce terme, en tout cas deviennent acteurs et prennent un peu du recul et se disent, en fait, si mon manager me dit de prendre mon casque, oui, il faut que je le prenne. Il faut que je le prenne parce que demain, je peux me faire très mal. Voilà. Et encore une fois, il faut avoir confiance. Les gens, ils se font pas mal par plaisir. C'est toute une mécanique, en fait, cognitive. Voilà. C'est toujours le refus, mais derrière le refus, il y a toujours quelque chose derrière. Voilà. J'aime bien ton mot de conclusion sur la confiance. Dessus, il faut que le manager fasse confiance à ses équipes, il faut que les équipes fassent confiance également à son manager. Je pense que c'est une des clés également. Je pense qu'on arrive à la fin du temps qui nous est accordé. Je vous remercie tous pour votre attention.
Laurent reste ici quelques minutes si vous voulez continuer à échanger. L'ensemble a été enregistré, donc je vous enverrai le replay de ce qu'on vous a présenté pendant cette petite heure. On a passé 3 quarts d'heure ensemble. Je vous souhaite un excellent salon Préventica, une excellente fin de journée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci à vous.